Écoute, je vais te révéler quelque chose sur le malheur dans les relations que très peu d'hommes comprennent et qui, une fois que tu l'auras saisi, va complètement changer la façon dont tu interprètes chaque plainte, chaque critique, chaque haussement de sourcil que ton partenaire peut avoir. Et avant que tu ne penses que c'est une attaque ou une diatribe entre qui que ce soit, laisse-moi être clair, ce que je vais te dire vient de l'analyse de milliers de couples, de mes propres échecs, de mes propres erreurs et surtout de l'observation de schémas tellement récurrents qu'on pourrait presque croire que ce sont des lois naturelles. Il ne s'agit pas de blâmer un sexe ou un autre, il s'agit de comprendre pourquoi tant de relations s'effondrent, comment les malentendus se créent. Et pourquoi souvent, deux personnes de bonne volonté finissent par se faire du mal sans même le vouloir. Il y a un mécanisme dans la psyché féminine, un programme qui tourne depuis l'enfance et qui crée une insatisfaction chronique, quelles que soient les circonstances extérieures. Et tant que tu ne comprendras pas ce mécanisme, tu continueras à essayer de résoudre des problèmes qui ne peuvent pas l'être. Tu t'excuseras pour des choses qui ne sont pas de ta faute et tu te transformeras lentement en une coquille pathétique d'homme, essayant désespérément de rendre une femme malheureuse heureuse. Ce qui est comme essayer de remplir un seau sans fond. Tu sais quelle est la phrase la plus courante que j'entends de la part des hommes mariés ? Rien de ce que je fais n'est jamais assez bien. Il apporte des fleurs, mauvaise couleur. Il organise un rendez-vous, mauvais restaurant. Il aide aux tâches ménagères, il s'y prend mal. Il n'aide pas, il est paresseux. Il travaille de longues heures pour subvenir aux besoins. Il est absent. Il passe du temps à la maison. Il n'est pas assez ambitieux. Cette insatisfaction totale, cette critique globale de tout ce qu'il fait, pense, dit ou ne dit pas, ce n'est pas vraiment à propos de lui du tout. C'est la révélation qui te libérera de la prison d'essayer de plaire à quelqu'un qui ne peut pas l'être. J'ai découvert ce schéma par répétition douloureuse dans mes propres relations. Il y a eu cette période, peut-être 5 ans, où j'ai fréquenté différentes femmes d'origine, d'âge, de carrière et de personnalité complètement différentes. Mais le schéma était identique. Bonheur initial, phase de lune de miel, puis une insatisfaction croissante et graduelle à l'égard de tout ce qui me concernait et de notre vie ensemble. La première femme s'est plaignée que je n'étais pas assez romantique. Alors avec la suivante, j'ai joué à fond la carte du romantique. Voyage surprise, poésie, toute la mise en scène. Elle s'est plaignée que j'étais trop doux, pas assez masculin. La troisième, je suis plus dominant, je prends les choses en main, je prends des décisions. Elle se plaignait que je ne prenais pas assez en compte ses opinions. Tu vois ? Oui, l'insatisfaction n'était pas réellement liée à mon comportement, c'était une condition préexistante qui se serait manifestée peu importe ce que j'aurais fait ou non. Ces femmes exécutaient d'anciens programmes, certains génétiques, certains de l'enfance, certains du conditionnement social, qui rendaient le bonheur impossible quelles que soient les circonstances extérieures. Elles étaient malheureuses avant de me rencontrer, elles étaient malheureuses avec moi, et elles sont malheureuses maintenant après moi. Parce que le malheur vient de l'intérieur, pas de l'extérieur. Laisse-moi décomposer la première couche de cela. Génétique. La recherche montre qu'environ 50% des traits de personnalité, y compris l'optimisme versus le pessimisme, sont héréditaires. Certaines femmes naissent littéralement avec une chimie cérébrale qui les prédispose à voir le négatif en tout. Leur réglage de défaut est l'insatisfaction. Leur ligne de base est la plainte, leur normal est le malheur. Sans un effort sérieux et conscient pour recabler ces schémas, elles resteront en permanence insatisfaites, quelles que soient les personnes avec qui elles sont ou ce qu'elles possèdent. J'ai observé ce schéma à plusieurs reprises dans des familles où la grand-mère était chroniquement malheureuse, la mère est chroniquement malheureuse et maintenant la fille est chroniquement malheureuse. 3 générations de femmes qui pourraient gagner à la loterie, épouser le prince charmant, vivre au paradis et trouveraient toujours quelque chose à redire parce que leurs brèves vont câbler pour se concentrer sur ce qui ne va pas plutôt que sur ce qui va bien. Ce n'est pas un choix, c'est une prédisposition génétique comme avoir les yeux marrons ou être gaucher. Mais la génétique n'est que la fondation. Les vrais dégâts viennent de la programmation de l'enfance. Chaque femme malheureuse que j'ai connue avait l'un des 2 schémas de l'enfance, parfois les 2. Premier schéma, une relation problématique avec le père. Peut-être était-il absent, peut-être abusif,
peut-être simplement émotionnellement indisponible. Elle grandit avec ce profond ressentiment envers le masculin, cette conviction inconsciente que les mecs la décevront toujours. Et devine quoi? Elle crée cette réalité en choisissant des mecs décevants ou en étant si impossible à satisfaire que même les bons mecs deviennent décevants, essayant de répondre à ces normes impossibles. Deuxième schéma. Elle a vu sa mère être chroniquement malheureuse et a appris que c'est ainsi que les femmes sont censées l'être. La mère se plaignait constamment du père, critiquait tout, n'était jamais heureuse de ce qu'elle avait, voulait toujours plus, différent, mieux. La fille absorbe cela comme une éponge en pensant que c'est un comportement féminin normal. C'est ainsi qu'on gère les relations. C'est à cela que ressemble le mariage. Au moment où elle est adulte, la programmation est si profonde qu'elle ne réalise même pas qu'elle exécute le logiciel de sa mère. Maintes et maintes fois, je vois des femmes recréer inconsciemment le malheur de leur mère, même si elles ont consciemment juré de ne jamais être comme elle. Elles se retrouvent à dire les mots exacts que leurs mères ont prononcés, à formuler les mêmes plaintes, à créer la même atmosphère misérable dans laquelle elles ont grandi, parce que c'est ce qui leur est familier. Et les humains choisissent le familier plutôt que le bonheur, à chaque fois s'ils n'en sont pas conscients. Mais voici où ça devient vraiment tordu. L'écart entre les attentes et la réalité. Les femmes modernes se sont fait vendre cette fantaisie de ce que les relations et le mariage devraient être. Elles grandissent avec les princesses Disney, les comédies romantiques, les moments forts des réseaux sociaux. Et elles entrent dans des relations en s'attendant à être des reines, à ce que la vie soit une romance constante, de l'aventure, des diamants et des roses. Puis, la réalité frappe. Les factures, les corvées, la routine, les défauts humains normaux de leurs partenaires, et l'écart entre la fantaisie et la réalité devient une source d'insatisfaction constante. J'ai connu cette femme, appelons-la Anna. Belle, intelligente, elle avait tout pour elle. Elle épouse ce gars qui l'adore. Un homme bien, un emploi stable, il la traite bien. 6 mois de mariage, elle est malheureuse. Pourquoi ? Parce qu'elle s'attendait à ce que le mariage guérisse toutes ses blessures d'enfance, comble tous les trous de sa psyché, la rende complète. Quand ça ne se produit pas, quand elle se sent toujours vide à l'intérieur, parce que ces trous ne peuvent être remplis que de l'intérieur, elle le blâme. Il n'est pas assez romantique, pas assez réussi, pas assez ceci ou cela pour réparer ce qui est brisé en elle. Beaucoup de gens expérimentent cette projection, où le vide intérieur est attribué à des circonstances extérieures. Si seulement il gagnait plus d'argent, je serais heureuse. Il obtient un meilleur emploi, gagne plus d'argent, elle est toujours malheureuse. Maintenant, c'est « si seulement nous avions une plus grande maison ». Ils ont la maison, toujours malheureuse. Si seulement il était plus attentif. Il devient plus attentif, toujours malheureuse. Il est trop collant, j'ai besoin d'espace. La cible ne cesse de bouger parce que l'insatisfaction n'a rien à voir avec la cible. L'écart entre les désirs et les possibilités crée une autre couche d'insatisfaction chronique. Les réseaux sociaux ont convaincu chaque femme qu'elle mérite un style de vie que peut-être 1% des gens peuvent réellement se permettre. Elle voit des influenceuses dans des malls, conduisant des Lamborghini, vivant dans des penthouses, et elle pense que c'est normal, c'est ce qu'elle devrait avoir. Pendant ce temps, elle a épousé un mécanicien, ou un comptable, un enseignant, un gars normal avec un revenu normal. Et elle se sentait lasse, comme si la vie lui devait plus, comme s'il échouait en ne lui offrant pas l'impossible. J'ai vu cela détruire des mariages, où l'homme se tue au travail 60 heures par semaine, offrant une vie confortable de classe moyenne, mais elle est insatisfaite parce que son ami de lycée publie des photos de vacances de Dubaï. Elle ne considère pas que l'ami est noyé sous la dette, que les photos sont retouchées, que tout est une performance. Elle sait juste qu'elle n'a pas cette vie et que ça doit être la faute de quelqu'un. Et la cible la plus proche est son mari. Mais un autre problème, quand elles obtiennent tout ce qu'elles pensaient vouloir. L'insatisfaction continue par ce que j'appelle le mécanisme de dévalorisation. C'est comme une loi psychologique. Dès que quelque chose devient sien, ça perd de la valeur à ses yeux. Quand elle était célibataire, elle voulait un petit ami. Elle a un petit ami, maintenant, elle veut le mariage. Elle se marie, maintenant, elle veut un autre type d'homme. C'est la même chose avec tout. Elle veut les cheveux bouclés, elle fait une permanente. Elle veut les cheveux lisses, elle veut des seins plus gros, elle subit une intervention chirurgicale. Elle se concentre sur un autre défaut. Elle veut une carrière,
Elle a une carrière. Elle veut être une mère au foyer, elle obtient. Elle veut retrouver sa carrière. Cette dévalorisation se produit aussi avec les partenaires. L'homme dont elle ne pouvait pas vivre sans devient l'homme dont elle peut à peine tolérer. Ses blagues qui étaient charmantes deviennent agaçantes, sa stabilité qui était attirante devient ennuyeuse, son attention qui était romantique devient étouffante. Rien n'a changé sauf sa perception. Mais elle ne reconnaît pas cela comme son propre schéma psychologique. Elle pense qu'il a changé, il l'a trompée, il n'est pas celui qu'elle croyait être. Elles absorbent les émotions de tout le monde, les problèmes de tout le monde, les attentes de tout le monde, puis se sentent dépassées, épuisées, insatisfaites d'une vie qui n'est même pas vraiment la leur. Elles ont choisi un partenaire en fonction de ce qui impressionnerait les autres, un style de vie en fonction de ce qui a l'air bien sur les réseaux sociaux, un chemin basé sur ce qu'elles pensent devoir vouloir plutôt que ce qu'elles veulent réellement. Ensuite, il y a le complexe de supériorité féministe qui a été programmé chez les femmes modernes. On leur a dit qu'elles étaient des reines, des déesses, des prix à gagner, qu'elles méritaient tout et que les hommes devraient être reconnaissants de leur simple présence. Cela crée une dynamique où elles considèrent les hommes comme des êtres inférieurs, qui existent pour les servir, subvenir à leurs besoins, les adorer. Mais voici le paradoxe. Tu ne peux pas respecter ce que tu considères comme inférieur, et tu ne peux pas être heureux dans une relation avec quelqu'un que tu ne respectes pas. J'ai connu cette femme qui appelait littéralement les hommes des animaux, sans ironie. Elle disait des choses comme « tous les hommes sont des chiens », tout en se demandant pourquoi elle ne parvenait pas à trouver le bonheur dans ses relations. Elle traitait chaque homme comme un serviteur qui devrait être reconnaissant d'avoir l'opportunité de subvenir à ses besoins, puis se demander pourquoi elle se sentait vide, pourquoi leur relation semblait creuse. On ne peut pas ressentir une véritable connexion avec quelqu'un que l'on considère comme inférieur. C'est psychologiquement impossible. Beaucoup de gens éprouvent la confusion de fréquenter des femmes qui semblent saboter activement leur propre bonheur. Elle dit qu'elle veut la stabilité, puis crée le chaos. Elle dit qu'elle veut la paix, puis déclenche des disputes. Elle dit qu'elle veut l'amour, puis repousse l'affection. Ce n'est pas de la manipulation consciente, c'est une programmation inconsciente qui se manifeste. Elle recrée le dysfonctionnement qu'elle connaît, parce que le dysfonctionnement lui est familier. Les blessures de l'enfant sont si profondes que beaucoup de femmes ne reconnaissent même pas le bonheur quand elles l'éprouvent. J'ai vu des femmes dans des relations véritablement bonnes créer des problèmes à partir de rien, parce que la paix semble fausse, la stabilité semble suspecte, le bonheur semble temporaire. Alors pourquoi ne pas le détruire maintenant plutôt que d'attendre qu'il se termine inévitablement ? Elles sont tellement convaincues que le bonheur est impossible qu'elles le rendent impossible. Maintes et maintes fois, je vois des femmes détruire de bonnes relations à cause de ce que j'appelle le syndrome de l'herbe plus verte. Version surpuissante, il ne s'agit pas seulement de penser que quelqu'un d'autre pourrait être mieux, c'est d'être bombardé quotidiennement d'images et d'histoires montrant à quel point la vie des autres est meilleure. Son fil d'actualité est plein d'annonces, de fiançailles, de naissances, de promotions, de photos de vacances, de transformations, et chacune d'elles semble prouver qu'elle a fait le mauvais choix, qu'elle s'est contentée de moins, qu'elle a manqué quelque chose de plus. L'horloge biologique ajoute une autre couche d'insatisfaction que les hommes comprennent rarement. Les femmes ont une fenêtre limitée pour certaines expériences de vie, le mariage, les enfants, fonder une famille, et cela crée une anxiété sous-jacente qui empoisonne le bonheur. Soit elle se précipite pour atteindre des objectifs et est malheureuse à cause de la pression, soit elle a atteint les objectifs et est malheureuse qu'il ne l'ait pas comblé, comme elle s'y attendait. Soit elle a manqué les objectifs et est malheureuse de ce qu'elle n'aura jamais. Je me souviens avoir parlé à cette femme d'une trentaine d'années. Une carrière réussie, un bel appartement, une relation décente, mais absolument malheureuse. Elle a dit quelque chose qui m'est resté. J'ai tout fait correctement, selon le plan que j'ai fait à 20 ans, mais le plan était faux et maintenant il est trop tard pour changer de cap. Elle avait privilégié sa carrière par rapport à sa famille, la vie citadine par rapport à la communauté, l'indépendance par rapport à l'interdépendance, et se sentait maintenant piégée par ses propres choix, sans aucun moyen de les annuler. La manipulation et les tests, que les femmes font souvent inconsciemment, créent leur propre malheur. Elles testent les limites pour se sentir en sécurité, mais les tests créent des conflits. Elles manipulent pour satisfaire leurs besoins, mais la manipulation détruit la confiance. Elles créent du drama pour ressentir des émotions fortes, mais le drama épuise tout le monde. Elles créent littéralement les conditions de leur propre malheur, tout en croyant qu'elles essaient d'atteindre le bonheur. Tu vois ? Oui. Il y a aussi le programme de la princesse, dès l'enfance, qui prépare les femmes à une insatisfaction permanente. On dit à chaque petite fille qu'elle est spéciale, unique, qu'elle mérite le prince charmant, qu'elle mérite une vie de conte de fées. Puis elle grandit, et la réalité est banale. Son prince charmant est la laine molle au matin, et des socks dégrasses. Le château est un 2 pièces, et il n'y a pas de « ils vécurent heureux », juste la vie quotidienne avec ses défis et ses déceptions ordinaires. La réalité économique ajoute une autre couche d'insatisfaction que les hommes comprennent rarement.
Les femmes ont une fenêtre limitée pour certaines expériences de vie, le mariage, les enfants, fonder une famille, et cela crée une anxiété sous-jacente qui empoisonne le bonheur. Soit elle se précipite pour atteindre des objectifs et est malheureuse à cause de la pression, soit elle a atteint les objectifs et est malheureuse qu'il ne l'ait pas comblé, comme elle s'y attendait. Soit elle a manqué les objectifs et est malheureuse de ce qu'elle n'aura jamais. Je me souviens avoir parlé à cette femme d'une trentaine d'années. Une carrière réussie, un bel appartement, une relation décente, mais absolument malheureuse. Elle a dit quelque chose qui m'est resté. J'ai tout fait correctement, selon le plan que j'ai fait à 20 ans. Mais le plan était faux, et maintenant il est trop tard pour changer de cap. Elle avait privilégié sa carrière par rapport à sa famille, la vie citadine par rapport à la communauté, l'indépendance par rapport à l'interdépendance, et se sentait maintenant piégée par ses propres choix, sans aucun moyen de les annuler. La manipulation et les tests que les femmes font souvent inconsciemment créent leur propre malheur. Elles testent les limites pour se sentir en sécurité, mais les tests créent des conflits. Elles manipulent pour satisfaire leurs besoins, mais la manipulation détruit la confiance. Elles créent du drama pour ressentir des émotions fortes, mais le drama épuise tout le monde. Elles créent littéralement les conditions de leur propre malheur, tout en croyant qu'elles essaient d'atteindre le bonheur. Tu vois ? Oui. Il y a aussi le programme de la princesse dès l'enfance, qui prépare les femmes à une insatisfaction permanente. On dit à chaque petite fille qu'elle est spéciale, unique, qu'elle mérite le prince charmant, qu'elle mérite une vie de conte de fées. Puis elle grandit et la réalité est banale. Son prince charmant a la laine molle le matin et des socks dégrasses. Le château est en 2 pièces et il n'y a pas de ils vécurent heureux, juste la vie quotidienne avec ses défis et ses déceptions ordinaires. La réalité économique ajoute une autre couche d'insatisfaction. On a vendu aux femmes l'idée qu'elles peuvent tout avoir. Carrière, famille, romance, aventure, richesse, épanouissement dans tous les domaines simultanément. Mais la réalité implique des compromis. Le succès professionnel signifie souvent moins de temps en famille. L'accent sur la famille signifie souvent des sacrifices de carrière. La sécurité financière signifie souvent moins d'aventures. Mais reconnaître ces compromis est vécu comme un échec, comme le fait de se contenter de moins. Alors elles restent perpétuellement insatisfaites de ce qu'elles ont choisi. J'ai vu des femmes de carrière réussies malheureuses, parce qu'elles n'ont pas de famille, des mères au foyer malheureuses, parce qu'elles n'ont pas de carrière, et des femmes essayant de faire les deux, malheureuses, parce qu'elles sont épuisées et ont l'impression d'échouer en tout. Le mythe du tout avoir a créé une génération de femmes qui se sentent comme des échecs, peu importe ce qu'elles accomplissent, car il y a toujours quelque chose qu'elles n'accomplissent pas. Mais voici la vérité la plus d'ambre du malheur féminin. Pour beaucoup de femmes, c'est devenu une identité. Elles se lient aux autres femmes en se plaignant. Elles attirent l'attention en se posant victimes. Elles évitent la responsabilité en attribuant leur insatisfaction aux autres. Elles ont été malheureuses si longtemps qu'elles ne savent pas qui elles seraient si elles étaient heureuses. Le bonheur exigerait tout changer dans la façon de se rapporter au monde. Et c'est terrifiant. Beaucoup de gens expérimentent cette dynamique étrange où tenter de rendre une femme malheureuse heureuse ne fait qu'empirer les choses. Tu résous un problème, elle en trouve un autre. Tu satisfais un besoin, elle en développe un autre. Tu traites une plainte, elle en crée un autre. Parce que le malheur n'est pas lié au problème. Il est lié à l'identité, aux sentiments familiers, à cet état d'être connu. Le bonheur serait étranger, inconfortable, suspect. La culture de la thérapie a empiré les choses à bien des égards. Au lieu d'apprendre à être gratifiante, à accepter l'imperfection, à prendre leurs responsabilités, beaucoup de femmes apprennent à tout pathologiser, à voir des traumatismes partout, à blâmer l'enfance pour leur choix d'adulte. Elles développent ce que j'appelle le narcissisme thérapeutique, un focalise sans fin sur leurs propres blessures, leurs propres besoins, leur propre chemin de guérison, sans aucune conscience de la façon dont leur malheur affecte tout le monde autour d'elles. J'ai connu ce couple où la femme était en thérapie depuis 10 ans. Au lieu de devenir plus heureuse, elle était devenue plus insatisfaite, car elle avait maintenant le langage psychologique pour justifier chaque complainte. Il ne validait pas assez ses sentiments. Il était émotionnellement indisponible quand il était fatigué après le travail. Elle l'accusait de le manipuler quand il était en désaccord avec sa mémoire des événements. La thérapie qui aurait dû l'aider à prendre ses responsabilités lui a plutôt donné des moyens plus sophistiqués de le blâmer. Les solutions au malheur féminin existent, mais elles exigent des choses que la plupart des femmes modernes ne feront pas. Une véritable introspection, prendre ses responsabilités, abaisser ses attentes pour qu'elles correspondent à la réalité, pratiquer la gratitude, choisir le sens plutôt que le bonheur, accepter l'imperfection en soi et dans les autres. Ce ne sont pas des solutions sexy. Elles ne font pas de bonnes publications Instagram, elles n'obtiennent pas la validation des autres femmes, mais elles fonctionnent réellement. Il arrive plus souvent qu'on ne le pense que les femmes ne deviennent capables de bonheur qu'après multiples échecs relationnels les ont forcées à regarder en elles-mêmes. Après avoir blâmé 3 ou 4 hommes différents pour leur malheur, certaines femmes réalisent finalement qu'elles sont le dénominateur commun. Après avoir créé les mêmes problèmes dans différentes relations, certaines reconnaissent leur propre schéma. Après avoir perdu de bons hommes à cause de leur insatisfaction chronique, certaines finissent par apprécier ce qu'elles avaient. Mais pour la plupart des femmes, le malheur continue, parce que c'est plus facile que le changement. C'est plus facile de le blâmer
que de s'examiner soi-même. C'est plus facile de vouloir plus que d'apprécier ce qui est. C'est plus facile de se plaindre que d'agir. C'est plus facile de rester malheureux que de faire le travail que le bonheur exige. Et dans une culture qui dit aux femmes qu'elles sont parfaites telles qu'elles sont et que tout malheur est la faute de quelqu'un d'autre, pourquoi changeraient-elles ? L'impact sur les hommes est dévastateur. De bons hommes passent des années, des décennies, des vies entières en essayant de rendre des femmes malheureuses heureuses, sans comprendre que c'est impossible. Ils sacrifient leurs propres besoins, leur propre bonheur, leur propre identité en essayant de remplir un trou qui ne peut être rempli de l'extérieur. Ils développent de l'anxiété, de la dépression, perdent confiance, se perdent eux-mêmes en essayant de plaire à quelqu'un qui ne peut être satisfait. Maintes et maintes fois, je vois des femmes détruire de bonnes relations à cause de ce que j'appelle le syndrome de l'herbe plus verte. La truite la plus dure à accepter pour les hommes, c'est que tu ne peux pas rendre une femme malheureuse heureuse. Si elle était malheureuse avant de te rencontrer, elle sera malheureuse avec toi et malheureuse après toi. Ta présence, tes efforts, ton amour ne peuvent pas guérir ce qui est brisé en elle. Seule elle peut faire ce travail, et la plupart ne le feront pas. Parce que c'est plus facile de te blâmer que de se réparer soi-même. Cela ne signifie pas que toutes les femmes sont chroniquement malheureuses ou que le bonheur est impossible dans les relations. Mais cela signifie que beaucoup de femmes portent en elles des programmes, des blessures, des attentes et des schémas qui rendent le bonheur extrêmement difficile, quelles que soient les circonstances extérieures. Et si tu es avec une de ces femmes, tu dois comprendre que son malheur n'est pas ta faute, pas ta responsabilité, et qu'il n'est pas en ton pouvoir de le réparer. Le test est simple. Était-elle heureuse avant de te rencontrer ? Est-elle un modèle de bonheur dans d'autres domaines de sa vie ? Prend-elle la responsabilité de ses propres états émotionnels ? Pratique-t-elle régulièrement la gratitude ? A-t-elle des attentes réalistes ? Si la réponse à ces questions est non, alors tu es avec quelqu'un qui est chroniquement malheureuse. Et cela ne changera pas à cause de ce que tu fais ou ne fais pas. C'est pourquoi les femmes sont toujours malheureuses, non pas à cause des hommes, non pas à cause des circonstances, mais à cause de programmes internes qui tournent depuis l'enfance et qui créent l'insatisfaction, quelle que soit la réalité extérieure. Comprendre cela ne résout pas le problème, mais cela te libère de l'effort futile d'essayer de réparer ce que tu n'as pas brisé et ne peux pas réparer. Son bonheur est sa responsabilité, et tant qu'elle ne prendra pas cette responsabilité, elle restera malheureuse, quoi que tu fasses, avec qui elle soit ou ce qu'elle possède.